pas selon la couleur de façon mais vraiment que chacun va sa gauche, chacun sa droite, ces valeurs-là. Et ça peut se rappeler, il y a quelques années, dans le secteur de Montréal, il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des Gilles. Mais je pense que la priorité prioritaire de Donald Trump, c'est vraiment l'économie. On le voit avec tout le temps et l'énergie qu'il consacre avec les fameux tarifs. Donc, le fait d'avoir un vis-à-vis au Canada, qui est aussi un homme d'affaires aguerri, je pense que ça va mieux placer le Canada pour pouvoir, disons, tirer mieux son épingle du jeu si possible. Mais à date, en tout cas, il semble y avoir un bon climat de collaboration et ça ne peut qu'être mieux que M. Trudeau, parce que Justin Trudeau était brûlé là, auprès de Donald Trump. On sait les nombreux conflits, bavures qu'ils ont eus ensemble, là, ça remonte à quelques années. Nous recevons Gaëtan Lelièvre pour une analyse des récents changements qui ont redessiné le paysage politique. Au fédéral, nous reviendrons sur l'élection d'un nouveau Premier ministre, une remontée spectaculaire qui a déjoué tous les pronostics. Au provincial, nous aborderons la situation difficile de la CAQ et le choix d'un nouveau chef au Parti libéral du Québec. Et finalement, nous analyserons l'impact du changement de député pour la circonscription de la Gaspésie. Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va très bien, merci. Heureux de reprendre nos chroniques, ça faisait un petit bout. Oui, effectivement. Et puis là, depuis quelques mois, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Il y a eu du changement dans le portrait politique. La dernière fois qu'on s'est parlé, il y avait Monsieur Justin Trudeau qui était notre Premier ministre, mais là, ça a changé. Et j'aimerais avoir ton retour sur les quelques semaines qui ont passé avec le nouveau Premier ministre et comment toi tu vois le nouveau portrait politique fédéral, puis on s'en ira après dans le national. Oui, OK. Ben écoute, d'abord, moi je pense que l'élément marquant des élections fédérales, c'est le fait, tu sais, que quelques mois avant les élections, on voyait le gouvernement conservateur, le Parti conservateur au gouvernement, élu fortement. Bon, ça c'était à l'époque où M. Trudeau était le chef du Parti libéral et premier ministre du Canada. Dès qu'il a annoncé son départ, on a vu déjà que dans les sondages, là, ça a bougé très, très fort. On voyait le Parti libéral qui remontait. On voyait l'avance du Parti conservateur fondre à vue d'œil. Et dès qu'il y a un candidat potentiel, qui s'est présenté, ça a été vraiment là, un revirement majeur. Donc, tu sais, on est parti d'un parti politique, d'un gouvernement qui était battu à plate couture, et dans l'espace de 2 mois, ce même parti-là a été réélu et de façon quand même, bon, c'est quand même serré, mais c'est toute une remontée, là, tu sais. Donc, tout ça pour dire que en politique, tout peut arriver. Hein. Quand on dit des semaines en politique, c'est des mois ailleurs, voire des années. Et que finalement, oui, le parti politique est important, mais la personne qui l'incarne, le chef, est également très important. Puis ça me fait penser aussi le parallèle, tu sais, quand on est en politique, en tout cas à Québec, politique québécoise, j'ai entendu souvent le fait que le candidat ou la candidate, tu sais, d'une circonscription d'un comté, c'est entre 5 et 10% que ça peut influencer le vote. Ben, l'exemple de ce qui s'est passé au fédéral vient démentir un peu, je pense, cette affirmation-là. Donc, je ne veux pas dire que la personne, le candidat ou la candidate est plus important que le parti, non, mais de là à dire que c'est juste 5 à 10%, je pense que l'exemple de ce qui s'est passé au fédéral là, est sans équivoque. Puis, ça nous démontre vraiment que finalement, les gens votent de plus en plus pour une personne et non pas pour une formation politique. Tu sais, la question des cartes de membres, le membership, de s'identifier de façon permanente à une formation politique, c'est un phénomène qui est de plus en plus révolu, je pense, et les gens vont de moins en moins s'attacher à un parti. Ils vont accorder leur vote en fonction du contexte du moment, des enjeux, puis souvent des chefs qui sont en place. Et qu'est-ce qui différerait selon toi avec l'ancien Premier ministre et le nouveau Premier ministre actuel? Écoute, à mon avis, là, à brûle-sur-point, là, il y a beaucoup d'éléments. D'abord, la compétence. La compétence, là, au plan de la gestion, au plan financier, au plan même des relations internationales. Euh, Justin Trudeau, bon, ça a été un ambassadeur, il a fait le tour de la planète à plusieurs reprises, mais ses voyages ont donné quoi comme résultat? De mémoire, je vois rien de frappant. Alors que Mark Carney
et quelqu'un qui s'implique dans des dossiers de fond. Il fait moins de voyages extravagants et imagés, on s'en souvient là, de quelques-uns de M. Trudeau, mais je pense que quand il se déplace, c'est pour régler des dossiers, c'est pour avoir des discussions de fond et c'est quelqu'un qui, selon moi, a complètement un autre profil. Donc, au début, on doutait de sa capacité à bien faire ça, à apprendre à assumer ses fonctions, parce qu'il n'avait jamais fait de politique active, mais il a toujours été entouré de politiciens et de politiciennes. Quand tu es responsable de la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, écoute, là, tu parles souvent au premier ministre concerné, puis tu vas dans les G7 où il y a les plus grandes puissances économiques. Donc, bon, il était peut-être pas assis dans la chaise du politicien, mais il était juste à côté. Hmm. Donc, quand tu es intelligent, tu peux apprendre de cette manière-là aussi, là, tu sais, puis je doute pas de son intelligence. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est un autre profil. On verra avec le temps. Faut admettre que pour le peu de temps qu'il est en place et les décisions qu'il a prises, c'est quelqu'un qui quand même semble être extrêmement dynamique, puis il semble être bien conseillé. Bien conseillé parce que t'as beau être intelligent, là, t'as beau être bon comme premier ministre ou première ministre, mais tu peux pas prendre toutes les décisions seul. Tu as besoin d'une équipe autour de toi. Et on se demandait, M. Trudeau, qui le conseillait, parce que c'était erreur après erreur, là. On les collectionnait. Alors que lui, à date, malgré son manque d'expérience politique, il n'a pas trop fait de bavure. S'il y en aurait eu de fait, les médias seraient fait un plaisir de les rapporter. Mais on n'en a pas entendu parler beaucoup, donc c'est bon signe. Hmm. Donc, quelqu'un qui a une bonne expérience globale, probablement quelqu'un qui sait bien s'entourer. Puis à ce niveau-là, j'ouvre une parenthèse avec son chef de cabinet, qui est un Québécois, quelqu'un qui vient du Québec. J'oublie son nom, mais c'est pas important. C'est quelqu'un du Québec, donc il a su. Au début, on lui a rapproché quelques lacunes, quelques méconnaissances là, de certains enjeux du Québec, entre autres la bavure sur l'Université Concordia, puis l'erreur qu'il avait fait en nommant là, la candidate. Donc, je pense qu'il a admis là, qu'il y avait du temps à reprendre au niveau de la connaissance pointue du Québec et a réussi à s'entourer qu'un chef de cabinet qui, lui, connaît très bien le Québec. Et en plus, récemment, il est allé chercher Michael Sabia, bon, président d'Hydro-Québec, pour occuper un des postes les plus importants autour de lui, secrétaire du conseil exécutif, si je me souviens bien. Donc, les deux principaux conseillers sont des Québécois. Ça démontre qu'il est capable d'admettre qu'il y avait peut-être des lacunes et qu'il est capable de, il va tenter, je pense, d'avoir les meilleures recommandations, les meilleurs conseils quand ce sera des décisions qui viseront le Québec et le Canada aussi. Mais le fait que ces deux principaux bras droits sont du Québec, moi, je trouve que c'est très stratégique de sa part. Surtout dans un contexte où on a, puis là, on s'en va vers la scène provinciale, Hmm. où on a, bon, le Parti québécois qui est premier d'un sondage, qui s'est engagé à faire un référendum lors de son premier mandat. Donc, moi, si j'étais dans la peau de Mark Carney, une de mes préoccupations que je réfléchirais chaque soir avant de dormir, ce serait qu'est-ce que je fais avec un possible référendum, là, un troisième référendum au Québec. Ça doit sûrement être une préoccupation constante pour lui. Oui, intéressant. Surtout, on est dans une situation quand même particulière en ce moment avec avec les États-Unis en ce moment et puis l'élection de Trump. Je sais que ça s'est fait justement pendant ces élections-là. Et toi, tu penses que McCartney est une personne qui pourrait quand même bien gérer on va dire, ces turbulences un peu avec Trump et les choix qu'il fait avec les taxes, tout ça? Ben, Donald Trump est quelqu'un qui est très imprévisible, bon, qui a de nombreux écueils à son dossier, à son image, là, comme politicien, puis comme homme d'affaires. Mais je pense que la prioritaire de Donald Trump, c'est vraiment l'économie. On le voit avec tout le temps puis l'énergie qu'il consacre avec les fameux tarifs. Donc, le fait d'avoir un vis-à-vis au Canada qui est aussi un homme d'affaires aguerri, je pense que ça va mieux placer le Canada pour pouvoir, disons, tirer mieux son épingle du jeu si possible, tout en tenant compte que Donald Trump peut changer d'idée là, à chaque 24 heures. Là. Mais à date, en tout cas, il semble y avoir un bon climat de collaboration et ça ne peut qu'être mieux que M. Trudeau, parce que Justin Trudeau était brûlé là, auprès de Donald Trump. On sait les nombreux conflits, bavures qu'ils ont eus ensemble. Là, ça remonte à quelques années. Et je pense qu'un gars comme Donald Trump là, ne voulait pas et ne pouvait pas là, collaborer avec
avec Justin Trudeau. Il était vraiment pas dans les bonnes grâces là, de Donald Trump. Donc, c'est le Canada qui était perdant. Puis on voyait les déclarations là, insensées de Donald Trump à l'égard du Canada, ce qui a ralenti, ce qui a changé depuis l'arrivée de Mike Kearney. Donc, ça ne peut qu'être mieux. Maintenant, Mike Kearney doit composer avec un phénomène très spécial qui est Donald Trump. On verra qu'est-ce que ça va donner. Mais je pense qu'il y a un potentiel de collaboration qui est supérieur avec Mark Kearney, là, comparativement à la situation qu'on vivait avec M. Trudeau, où finalement Donald Trump là, ne voulait vraiment pas collaborer avec Trudeau. Donc, tu as beau à proposer les meilleures alternatives. Quand ton vis-à-vis veut pas t'entendre, là, c'est bien dur de le convaincre. Hein? Mm. Donc, tout ça pour dire qu'il depuis des quelques mois qu'il est en place, à date, il y a quand même une belle feuille de route, mais on verra à la longue. Hein. Je veux dire, des lunes de miel, on a vu ça, puis souvent ça se termine mal. Donc, mais il faut être un bon joueur, puis reconnaître qu'à date, Mark Kearney s'en tire relativement bien. Mais il y a des gros défis à régler, puis Mm. on verra là, dans les prochains mois, les prochaines années. L'histoire d'un politicien, généralement, ça s'évalue sur une longue période et non pas sur des courtes périodes, parce que tu as des bonnes shots, mais c'est la shot finale là, qui compte en fin de bilan, là, Mm. en fin de mandat. Donc, on verra là, dans les prochains mois, les prochaines années. Puis, sa majorité est tellement faible aussi, peut-être que c'est un gouvernement qui est majoritaire, mais non, il n'est pas majoritaire, il est minoritaire. Il lui Mm. manque quelques... Mm. On parle toujours de 3 à 4 sièges, là. Donc, on verra combien de temps il va rester au pouvoir, parce qu'il a rentré, mais il a rentré très serré. Donc, il peut être renversé aussi. Puis, il est quand même dans une situation délicate. Là. Il n'y a pas toute la marge de manœuvre qu'un gouvernement majoritaire fort aurait. Donc, il doit tenir compte de cette Mm. situation-là. Puis, il va gérer peut-être plus par compromis que par des décisions qui sont fortes et qui ont de l'impact là, puis qui génèrent du mécontentement. Parce que quand tu es minoritaire ou très faiblement majoritaire, tu marches sur des œufs. Là. Tu sais, Mm. c'est plus difficile. Bah écoute, on va s'en aller tranquillement faire un portrait de la situation politique maintenant au niveau provincial, parce que on voit la CAQ par exemple, et je sais que dans les derniers sondages, ils étaient pas mal en chute libre, je sais pas si c'est le bon terme employé, mais je sais que comment toi tu vois maintenant la situation politique actuelle au niveau provincial. Je sais qu'avec le nouveau Premier ministre, bon là, t'as fait quand même, t'as fait quelques connexions là avec le Québec, juste il y a quelques phrases, mais comment tu le vois présentement, puis à quoi pourraient ressembler les prochains mois avec tous ces nouveaux portraits politiques qu'il y a au niveau fédéral? Oui, ben, la relation du Québec avec le fédéral se porte relativement bien au moment où on se parle. C'est beaucoup mieux qu'avec M. Trudeau. Puis une des raisons, c'est que le premier ministre du Québec, François Legault, puis Mark Carney, premier ministre du Canada, sont deux, deux gens issus du milieu des affaires. Donc, ils ont des atomes crochus, c'est clair. Donc, ça, en partant, quand deux financiers, deux hommes d'affaires s'assoient à une table, ils ont un sujet d'intérêt commun, c'est l'économie, c'est les affaires, c'est les entreprises, etc. Donc, ça facilite, je pense, la relation. Maintenant, après ça, il va y avoir le partage de la tarte. Hein. Le fédéral va prendre des décisions, il va y avoir des retombées économiques dans les provinces. Bon, est-ce que le Québec va tenter d'en avoir le maximum? Les autres provinces vont faire la même chose. Il y a toujours aussi la question là, de l'Alberta qui est dans le portrait constamment. On sait que l'Alberta, bon, menace aussi de faire son propre référendum si jamais certains projets économiques au niveau du pétrole notamment n'étaient pas retenus. Donc, encore là, Mark Carney doit essayer de trouver un équilibre dans tout ça. Mais le Québec, avec les annonces du gouvernement fédéral, notamment au niveau bon, de l'investissement dans l'armement, on sait qu'au niveau naval, le Québec a quand même une bonne expertise avec ses chantiers navals. Donc, je pense que le Québec va tenter de tirer son épingle du jeu à ce niveau-là. Il y a également au niveau énergétique là, qu'on peut s'inscrire de façon positive dans les priorités du fédéral. Euh, Moi, je pense que au niveau économique, il y a des chances qu'il y a des ententes là, intéressantes entre Québec et Ottawa. Mais on verra. Tu sais, il s'agit qu'il y ait une autre province que l'Ontario, le monstre de l'Ontario, le monstre dans le sens en termes de capacité, de dimension de province. Si le Québec, si l'Ontario, c'est-à-dire veut prendre un peu plus de place que
que les autres provinces, là, ça peut changer la donne. Tu sais, c'est pas évident, là. Les premiers ministres des provinces ont toujours le réflexe facile de s'entendre face à des demandes vers Ottawa. Mais quand Ottawa veut distribuer vers les provinces, là, les provinces se divisent. Puis là, chacun tire la couverte de son côté. Donc, il y a des consensus, oui, mais ce sont souvent des consensus ponctuels sur des dossiers spécifiques, mais chacun tire son épingle du jeu, hein. Le Canada, c'est ça. C'est un immense territoire avec des régions, hein, des régions. On parle de l'Ouest, on parle des Maritimes, on parle de l'Ontario, on parle du Québec, donc des réalités très différentes, là. Mais pour le moment, en résumé, là, je pense que François Legault puis Marc Carney semblent avoir des atomes crochus. On verra dans les prochains mois là, comment les engagements fédéraux, notamment au niveau des investissements massifs dans l'armement et toute la question des corridors énergétiques aussi. Mark Carney est un centralisateur. C'est quelqu'un qui aime le pouvoir et qui généralement ne délègue pas beaucoup. Donc, c'est pas quelqu'un qui va déléguer des nouvelles responsabilités aux provinces sous son règne. Ça, c'est clair. C'est pas un décentralisateur, c'est un centralisateur. Donc, il va mettre de l'avant des projets comme l'armée. L'armée, si le Canada est fort au niveau de l'armée, ben ça vient sécuriser les provinces. Donc, ça, c'est un dossier centralisateur. Puis c'est un dossier qui est aussi imposé par Donald Trump, là. Au niveau énergétique, c'est la même chose. On parle de faire un corridor énergétique qui va relier l'ensemble du Canada. C'est un dossier de centralisation aussi. Donc, on voit là, c'est vraiment dans cette optique-là que le nouveau premier ministre canadien travaille et comment les provinces vont réussir à s'intégrer dans ce dossier-là. C'est ça le défi. Il y a du potentiel pour le Québec au niveau énergétique, que ce soit au niveau électricité. Pour l'Ouest canadien, l'Alberta avec le pétrole, c'est clair que ça peut être tu sais, il peut y avoir quelque chose d'intéressant pour le Québec, mais c'est dans le comment, hein. Oui, l'hydroélectricité, on veut la développer, mais en même temps, le Québec présentement veut aller très, très loin, très fort en termes de développement énergétique. Puis là, on voit des levées de boucliers. On voit les Autochtones qui s'opposent, on voit des groupes environnementaux qui s'opposent. Donc, ça va finir par un point d'équilibre qui va être inévitable, mais je ne pense pas qu'on va pouvoir développer autant que François Legault le souhaite, l'hydroélectricité puis l'énergie au Québec. Il n'y a pas de consensus social au moment où on se parle. Donc, ça va être difficile. Puis, François Legault, ben là, t'en parlais en début d'entrevue, là, dans les sondages, ça va pas très, très bien. Fait que je pense que François Legault a mis plusieurs cibles devant lui pour tester le terrain, pour voir où l'électorat se loge dans ces cibles-là. Est-ce que l'électorat québécois va appuyer de façon unanime ou fortement majoritaire le développement hydroélectrique? On verra, mais à date, c'est pas le cas. On voit des investissements dans le domaine des transports. Bon, le troisième lien à Québec qui revient. Tu sais, le problème de la CAQ présentement, c'est que son bilan de la dernière année, notamment, est très, très faible. Tous les dossiers majeurs qu'ils ont tenté de régler ont fini en fiasco. Puis tu rajoutes à ça, bon, le fameux dossier de la SAC, là, on est en train de vérifier si le même problème se passe pas au niveau de la santé. Donc, c'est une fin de mandat extrêmement difficile pour le gouvernement Legault, qui lui aussi là, cherche des cartes gagnantes, mais à date, il semble qu'il n'y en a pas beaucoup dans ses manches, là. C'est difficile. Donc, puis là, on est rendu aux élections, tant qu'à moi, là, tu sais, les élections d'octobre 2026, là, on est à un peu plus d'un an. On est en élection présentement, c'est clair, la campagne est débutée. On a vu que les libéraux se sont choisi un chef la semaine Oui, dernière, un nouveau chef Pablo libéral. Rodriguez, au niveau du gouvernement libéral québécois, du Parti libéral québécois. Donc ça, peut-être quelques commentaires là-dessus. Moi, je pense qu'il y a deux gagnants. Le gagnant de la convention du Parti libéral, c'est Pablo Rodriguez, puis l'autre gagnant, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, qui aurait pu avoir un chef du Parti libéral issu ou connu des régions, mais non. Au lieu de choisir Miller, au lieu de choisir Carl Blackburn, on a choisi Pablo Rodriguez, qui est le reflet parfait de ce qu'est le Parti libéral du Québec présentement, c'est-à-dire un parti montréalo-centriste, un parti de Montréal et des grands centres. Donc là, il y a eu une occasion ratée, à mon avis, du Parti libéral de tenter d'additionner son membership, de tenter de mieux se positionner dans les régions.
parce que le Parti libéral du Québec est très fort à Montréal, mais à l'extérieur de Montréal, ça va très, très Mm. mal. Donc, Pablo Rodriguez va avoir beaucoup de travail à faire pour convaincre les régions que c'est quelqu'un qui a une écoute et une connaissance, une sensibilité des régions, parce que c'est pas du tout dans sa feuille de route actuelle. Et en plus de ça, on a également un parti libéral qui va devoir tenter de distancer son chef de Justin Trudeau. Parce que Pablo Rodriguez a été pendant de nombreuses années le bras droit de Justin Trudeau. Il était au Conseil des ministres, il était lieutenant du Québec. Il a beau aujourd'hui à dire qu'il n'était pas d'accord avec plusieurs positions de son ancien chef, Trudeau, mais s'il n'était pas d'accord, il aurait dû le dire quand il était au gouvernement libéral fédéral, là, tu sais, qui ne dit mot consent. Il a suivi la ligne de parti. Il a choisi de protéger son poste de ministre plutôt que défendre peut-être sa vision. Si vraiment, je dis bien si vraiment sa vision était différente, c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui parce que c'est pas payant de se coller à Justin Trudeau aujourd'hui en politique, là, tu sais. Mm. Donc, on- du côté du Parti québécois, c'était une menace. Moi, je regardais ça de façon objective de l'extérieur, puis je me disais, si un gars comme Carl Blackburn, qui est natif du Lac-Saint-Jean, qui a un historique familial politique bien ancré, un genre du milieu des affaires, aurait été élu, je suis certain qu'il y aurait eu une percée là, supérieure dans les régions. Même chose pour Charles Millard, qui est un jeune, une nouvelle image en politique, un beau profil professionnel. Bon, finalement, c'est les membres du Parti libéral du Québec ont choisi Pablo Rodriguez, donc une certaine continuité. Euh, Moi, en tout cas, je pense il y a des partis qui doivent être contents, puis entre autres, c'est la CAQ et le Parti libéral. Et le Parti québécois, je m'excuse, qui sont Oui. contents là, du choix du nouveau chef parce que ça enlève une pression pour les prochaines élections. Ben justement, je voulais faire un petit peu maintenant un focus pour terminer sur la région et on va parler de celle de la Gaspésie parce que le portrait a changé aussi là depuis quelques semaines. Politique, on a eu pendant plusieurs années, je pense au moins 11 ans, Diane Le Boutillier qui était plus à la barre et là maintenant on a changé avec Alexis Deschênes. Comment tu vois maintenant l'avenir de la Gaspésie ou la représentativité des régions par rapport à ce changement-là de politique? Ben, c'est sûr que c'est un changement majeur. On part d'une situation où on avait une députée qui était ministre, bon, au gouvernement fédéral. Bon, Diane a assumé deux ministères. C'est quand même des grandes responsabilités. Puis normalement, il y a des privilèges là, qui se rattachent à ça, dans le sens que quand tu es ministre, ben, tu es aux premières loges des décisions. Donc, tu peux mieux défendre les décisions de ton ministère, mais également celles de ta région. En théorie, c'est ça. Est-ce que dans la pratique, ça a été le cas? On sait que il y avait beaucoup de mécontentement au niveau de la députée Le Boutillier du côté des pêches. En Gaspésie, malgré qu'aux îles de la Madeleine, elle a été reconduite, elle a gagné les îles de la Madeleine, mais en Gaspésie, il y avait beaucoup de grogne au niveau de la pêche à la crevette, la pêche au sébasse, l'attribution des permis de mort. À tort ou à raison, là, c'est ce qu'on entendait sur le terrain, fait que ça a sûrement joué dans la balance. Maintenant, on a un nouveau député qui est du côté du Bloc québécois, donc à l'opposition inévitablement. Euh, Quelqu'un, à mon avis, d'extrêmement dynamique, de très compétent, très engagé, puis qui va devoir trouver son créneau puis tenter de faire le mieux possible tout en étant à l'opposition, là, parce que le Bloc québécois ne sera jamais au pouvoir, c'est clair. Bon, l'objectif du Bloc québécois, c'est de défendre les intérêts du Québec à Ottawa. Chaque député doit défendre aussi les intérêts de sa circonscription, de son comté, au gouvernement fédéral aussi. Donc, un nouveau territoire agrandi de beaucoup pour Alexis Deschênes. On a ajouté la MRC de la Matanie. Donc, un des plus grands comtés, sinon un des plus grands, pas le plus grand, mais parmi les plus grands comtés du Canada. C'est un énorme défi. Donc, toute l'organisation des bureaux de circonscription pour couvrir adéquatement ce territoire-là. Également, ben, entrer dans la machine politique, là. Alexis Deschênes est avocat de formation, il a été en communication, c'est quelqu'un qui a quand même une bonne et vaste expérience. Donc, je pense que c'est une personne qui va pouvoir intégrer ces nouvelles fonctions de politicien très rapidement et très efficacement, mais ça prend quand même un certain temps, tout ça. Connaître les intervenants de son immense circonscription, qui a des réalités totalement différentes. Les réalités puis les besoins de Matane sont différents de ceux de la baie des Chaleurs, sont différents de ceux de Gaspé, sont différents encore plus de ceux des îles de la Madeleine.
Donc, il va falloir qu'il s'entoure très bien, qu'une bonne équipe autour de lui pour le conseiller, pour bien le représenter, parce qu'il ne pourra pas être partout avec la dimension de ce territoire-là, hein, c'est clair. Donc ça veut Mais dire la que bonne nouvelle, c'est oui. que il y a deux ajouts de circonscription pour le Bloc québécois. Donc, le comté, bon, la circonscription de la Gaspésie en fait partie, puis il y en a une autre. Donc, parce que le Bloc québécois a quand même perdu plusieurs circonscriptions dans la dernière élection, une diminution importante du nombre de comtés du côté du Bloc, mais deux gains, dont celui de la région de la Gaspésie, qui historiquement a longtemps été aussi là, du côté du Bloc québécois. Donc, un retour un peu là, dans l'histoire, là. Mais on verra. Tu sais, c'est sûr que l'enjeu des pêcheries va continuer à être une priorité pour le député, puis un paquet d'autres dossiers. Mais c'est sûr que les pêches, d'après moi, doivent être dans les grandes préoccupations d'Alexis Deschênes. Là, c'est le vote de mécontentement qui s'est fait sentir aux dernières élections va faire en sorte qu'il va y avoir une pression, c'est clair, là, pour tenter de défendre le mieux possible des intérêts, notamment des intervenants de la pêche, du tourisme, toute la question de l'assurance-emploi aussi. Puis beaucoup d'autres dossiers qu'on ne pense pas, là, mais tu sais, toute la question des transferts. Le fédéral transfère des argents, bon, des budgets aux provinces. Il faut s'assurer d'avoir notre juste part parce que c'est les provinces souvent qui vont ensuite distribuer dans les régions, dans les comtés. Donc, un travail important, mais on va laisser la chance au coureur, puis on verra comment dans les prochains mois il va s'en tirer. Mais à première vue, je pense que c'est une candidature là, intéressante. Mais c'est sûr que c'est très différent. Passer d'une représentation d'une ministre au pouvoir à un député à l'opposition, c'est très différent comme contexte, mais on a souvent vu des députés à l'opposition tirer très bien leur épingle du jeu. C'est une question de crédibilité, c'est une question de qualité dans la défense de tes dossiers, puis une question aussi de savoir tisser des liens hein, avec les autres députés et surtout les ministres en place. Là. Souvent, ce sont des humains quand même, ces gens-là. Donc, quand tu as des affinités, une vision qui peut se rapprocher du côté de la machine gouvernementale, ben, même si t'es pas dans la même formation politique, souvent j'ai vu des politiciens, des politiciennes avoir des convictions très semblables, même s'ils n'étaient pas dans la même formation politique. Donc, ça peut aussi être un élément là, que pourrait développer là, en termes de stratégie de fonctionnement là, Alexis Deschênes. D'accord. En tout cas, je vois que le temps passe vite, puis on se prendra peut-être d'autres émissions pour parler de ces enjeux qui sont plus régionaux, si tu es d'accord. Et ben, en tout cas, je voudrais te remercier beaucoup pour déjà ton retour et puis pour cette analyse politique-là. Ça m'a fait plaisir de reprendre nos petites chroniques, puis on se reprendra à l'occasion. De façon, ça fait